Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui la correction de la séance numéro 7 intitulée Victor, un enfant terriblement intelligent. Il s'agit de l'avant-dernière séance du chapitre intitulé Quand le pouvoir devient fou. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au troisième et dernier texte de notre corpus. Il s'agit d'un texte écrit par Roger Vitrac, Victor ou les enfants au pouvoir, représenté pour la première fois en 1929. Ce temps de travail va se découper en deux moments. Tout d'abord, je procéderai à la lecture oralisée de l'extrait à étudier et nous procéderons ensuite à une correction méthodologique du travail d'analyse que vous aviez à faire au préalable. Pour bien travailler, vous allez avoir besoin de trois éléments. Tout d'abord, l'extrait du texte qui vous était proposé à l'étude, bien entendu, votre travail préparatoire, c'est-à-dire le tableau euh, que je vous avais distribué et dont j'avais fait une répartition par niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'en profite pour préciser, bien entendu, que cette correction sera valable pour les trois niveaux, bien entendu. Je vous demande également d'avoir avec vous des stylos, des crayons, des feutres, peu importe. Il faut simplement que vous ayez à votre disposition plusieurs couleurs. Elles nous serviront à mettre en évidence dans cette correction les éléments les plus importants. Je vous propose donc de passer à la lecture de ce texte qui avait une place, qui occupait en tout cas dans l'œuvre Victor ou les enfants au pouvoir, une place un peu spéciale. Vous voyez ici qu'il s'agissait de l'acte 1, scène 1. Concrètement, nous étions au tout début de l'œuvre, nous sommes au tout début de l'œuvre, et ce texte correspond à ce que l'on appelle au théâtre la scène d'exposition. Vous devriez le noter en rouge quelque part pour vous en souvenir. La scène d'exposition correspond au début d'une pièce de théâtre. Alors, plusieurs choses à savoir. On parle de scène d'exposition, mais il arrive que cette scène d'exposition dépasse la scène 1 et s'étende à une ou deux scènes supplémentaires. Donc, la longueur de la scène d'exposition est variable en fonction, bien entendu, de la longueur de la pièce, du nombre de personnages ou du nombre d'intrigues que, que l'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de cette pièce. La scène d'exposition a plusieurs caractéristiques. Elle doit d'abord présenter les personnages les plus importants. Elle doit présenter également le cadre de l'action, présenter l'action principale et également poser l'ambiance, la tonalité, qui sera celle de toute la pièce. Ces quatre éléments sont fondamentaux puisque la scène d'exposition doit en réalité donner au spectateur l'envie de lire ou de regarder la pièce, en tout cas de susciter chez ce lecteur-spectateur un intérêt particulier. Donc, vous l'avez compris, la scène d'exposition est un endroit stratégique. Je vous ai également remis sur cette diapositive le lexique que vous trouverez à la fin de votre texte et qui contient trois mots relativement importants pour bien comprendre le texte. Grue, qui, dans un sens extrêmement familier, désigne la femme de mauvaise vie, la prostituée. Le cristal de Baccarat, qui est le nom d'un cristal très précieux et très cher, et enfin, le vase de Sèvres, qui est un vase provenant d'une très célèbre et prestigieuse manufacture de porcelaine parisienne. Ces trois éléments, gardez-les en tête puisque vous allez probablement en avoir besoin pour citer le texte et faire ressortir des éléments qui pourraient être intéressants au moment de l'analyse. Je passe à la lecture du texte. Vous suivez en même temps que moi, ça ne rendra que ma lecture plus efficace. La salle à manger. Lily dressant la table. Victor la suivant. Assez, Victor. J'ai assez de ces conversations. Tu me fais dire des bêtises. Parce que tu es une vieille bête. Ta mère est bien bonne. Si ta mère t'entendait. Je dis qu'elle est bien bonne. Elle est bien bonne. Bien, bien, bien bonne. Ai-je dit une plaisanterie? Eh bien, ne puis-je pas aimer ma mère? Victor. Lily. Victor, tu as 9 ans aujourd'hui. Tu n'es presque plus un enfant. Alors, l'année prochaine, je serai un homme? Hein?
petit bonhomme, tu dois être raisonnable. Et je pourrais raisonnablement te traiter de grue. Elle le gifle. À moins que tu ne consentes, elle le gifle de nouveau, à faire pour moi ce que tu fais pour d'autres. Elle le gifle encore. Morveux! Ose dire que tu n'as pas couché avec mon père. Va-t'en, je t'étrangle. Hein? Ma petite bonne femme? Hein? Le petit bonhomme? Cet âge est sans pitié. Tu as 3 fois cet âge, Lily. Tais-toi, tais-toi, je t'en supplie. Tu vois ce verre, Lily? Oui? Eh bien, c'est un verre en cristal de baccarat. On le saura. Ma mère le répète à chaque réception. Il est unique parce qu'il appartient à un service unique. C'est-à-dire qu'il vaut très cher. J'aurais dû commencer par là. Écoute bien, j'ai 9 ans. Jusqu'ici, j'ai été un enfant modèle. Je n'ai rien fait de ce qu'on m'a défendu. Mon père le rabâche. C'est un enfant modèle qui nous donne toutes les satisfactions, qui mérite toutes les récompenses, et pour qui nous sommes heureux de faire tous les sacrifices. Ma mère ajoute qu'elle se saigne aux 4 veines. Mais le sang reste dans la famille. Et comme bon sang ne saurait mentir, je te le dis, j'ai été jusqu'à ce jour irréprochable. Le verre de baccarat est toujours dans ma fragile main. Qui des deux est le plus fragile? Victor, tu ne vas pas casser ce verre. Si ce verre tombe et se brise, la famille Pommel, dont je suis le dernier descendant, perdra 3000 francs. Il va le casser. Rassure-toi, je ne le casserai pas. Il remet le verre à sa place. Non, je ne casserai pas le verre. Je casserai plutôt ce grand pot. Il pousse un grand vase de sèvres qui se trouve sur une console. Le vase tombe et se brise. Bon, en voilà pour 10 000 francs à valoir sur mon héritage. Mais il est fou. Tu es fou, Victor, un si beau vase. Il ne respecte rien. Croyez-vous qu'il a des remords? Pas le moindre. Et quand je pense que tu l'as fait exprès. Moi? Qu'ai-je fait encore? Ne fais pas l'imbécile. Moi, qu'ai-je fait encore? Eh bien, toi, ma petite Lily, tu viens de casser un grand vase de sèvres. Comment? Tu oses m'accuser de ce que tu viens de faire toi-même, volontairement et sous mes yeux? Oui, mais je dirais que c'est toi. On ne te croira pas. On ne me croira pas. Non. Et pourquoi? Tu verras. Je voudrais bien que tu me dises pourquoi. Tu verras. Mais c'est affreux, c'est abominable. Je ne t'ai rien fait, moi, mon petit Victor. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas bien. Si tu as un cœur, tu t'accuseras toi-même. C'est ainsi qu'agissent les petits garçons loyaux et francs. Je ne suis pas un petit garçon, et je ne m'accuserai pas parce que c'est toi qui as cassé le vieux pot. Eh bien, on va voir. Tu me menaces? Écoute, Lily, je vais casser l'autre. Quel malheur! Un petit garçon si doux, si sage. Qu'a-t-il vu? Qui peut-il fréquenter? Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas parce que tu es stupide, maladroite et vicieuse. Je n'invente rien. Dès que ma mère constatera les dégâts, elle te convaincra sans difficulté. Et je suis sûr que tu seras encore assez lâche pour lui faire des excuses. La bonne fond en larmes. Je ne comprends plus, je ne comprends rien. Tu vas comprendre. Quoique je n'ai pas cassé l'œuf en question. Oh, je pourrais m'en accuser. Je le ferais volontiers, mais on ne me croirait pas. Quoi? On ne me croirait pas. Parce que je n'ai jamais rien cassé de ma vie, pas un piano, pas un biberon. Tandis que toi, tu as déjà à ton actif la pendule, la théière, la bouteille d'eau de noix, etc. Non, non, non. Je partirai. Je partirai. Je veux partir tout de suite. Victor est devenu fou. Ce n'est plus un enfant. Il n'y a plus d'enfant. Il n'y a jamais eu d'enfant. Sale maison. Je partirai. Maintenant, c'est moi qui veux partir. Je veux partir et je partirai. Et il n'a que 9 ans. Il promet le totor. Lily sort en pleurant. Alors,
Avant de commencer à proprement parler la correction du tableau que je vous avais distribué, il faut garder en tête deux choses. La première, c'est que contrairement aux deux autres personnages, que sont Père Ubu et Caligula, Victor est un enfant. C'est une, c'est une chose importante qu'il faut garder à l'esprit puisque fatalement l'exercice du pouvoir n'est pas le même. Victor ne règne que sur un royaume métaphorique d'une certaine façon. Son royaume à lui, ce n'est pas Rome ou ce n'est pas cette province polonaise comme c'était le cas dans les deux extraits que nous avions précédemment étudiés. Ici, Victor règne sur un territoire réduit, mais un territoire quand même, celui de la maison de famille, euh, celui qu'il dirige d'une main de maître. Rappelez-vous, dans la séance numéro 6, donc la séance précédente, nous avions discuté de ce que l'on appelait l'enfant roi et nous avions vu les modalités d'action d'un enfant dit roi, c'est-à-dire l'utilisation du caprice, de la violence physique, de la violence psychologique, etc. Et vous allez vite vous rendre compte que, c'est certainement déjà le cas, Victor a toutes les caractéristiques de ce que l'on appelle un enfant roi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement, encore une fois, à Pérubu et à Caligula, Victor n'a aucune fonction politique. Il ne règne pas au sens royal du terme ou impérial du terme, il règne simplement dans le sens où il domine à la fois physiquement mais aussi psychologiquement ce territoire dont il s'est autoproclamé maître. Donc finalement, les personnages qui apparaissent dans cet extrait, simplement lorsqu'on les nomme, donc le père et la mère, mais aussi en tant que personnages présents sur scène, la bonne, sont en fait des personnages qui sont entièrement soumis à l'autorité de ce jeune dictateur, de ce jeune tyran. Et nous allons voir précisément en remplissant le tableau comment est-ce qu'on pourrait qualifier et démontrer le fait que Victor, même s'il est un enfant, se conduit bien comme un tyran. Alors, le premier argument varie légèrement par rapport à celui que nous avions développé pour les deux précédents textes. C'est le seul qui va varier. Père Ubu et Caligula, nous l'avions vu, étaient des personnages obsédés par l'argent et par le gain. On se souvient bien de Père Ubu à quatre pattes, ramassant la finance à la fin du premier extrait que je vous avais soumis, et on se souvient également de ce vol franc, tout à fait honnête, qu'avait mis en place Caligula, c'est-à-dire demander à toutes les familles de revoir les conditions de l'héritage et de faire hériter l'État plutôt que l'enfant, qui aurait normalement dû recevoir l'argent, les terres, les biens, etc., à la mort du père. Donc, ce premier argument, nous allons être obligés de le modifier légèrement. Ce n'est plus l'obsession de l'argent que nous allons mettre ici en évidence, mais bien le contraire, c'est-à-dire le rejet de la valeur marchande. Nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons partir de la citation et nous allons développer le procédé d'écriture, ce qui est globalement le cheminement le plus logique. C'est-à-dire, il est beaucoup plus simple en fait de partir de la citation et de déduire un procédé d'écriture, ce sera moins artificiel et c'est précisément ce que l'on vous demandera de faire pour un très grand nombre d'entre vous au lycée, quelle que soit l'orientation que vous allez choisir. Je partirai donc de la citation et nous commenterons systématiquement le procédé d'écriture. Pensez à utiliser les couleurs. Vous avez vu que je vous mets systématiquement en évidence les mots-clés des citations, de là ou des citations, et j'associe les mots-clés du procédé d'écriture. Ça vous permettra d'établir des correspondances d'une colonne à l'autre. Alors, j'affirme tout d'abord que le pouvoir tyrannique est caractérisé par le rejet de la valeur marchande. Voici les citations que je vous propose. Si ce verre tombe et se brise, la famille Paumelle, dont je suis le dernier descendant, perdra 3000 francs. Je casserai plutôt ce grand pot. Il y avait un élément évident à commenter ici, l'élément par lequel je vous invite systématiquement à entrer à l'intérieur d'un texte pour vous y installer et pour, d'une certaine façon, apprendre à le maîtriser avant de l'analyser à proprement parler. Ici, ce premier procédé d'écriture, plutôt simple, c'était le champ lexical du bris et de la casse. Si vous regardez attentivement
Les deux citations que je vous propose, vous avez le verbe tomber, le verbe se briser, et vous avez également le verbe casserer. Ces trois verbes s'intègrent parfaitement à ce qu'on appelle le champ lexical. On précisera ici que c'est l'idée de ce qui se casse, de ce qui se brise, d'accord, une forme de fragilité. Autre élément important que vous auriez pu éventuellement commenter, c'est le terme de peau. Je vous rappelle que Victor appelle ce grand vase de Sèvres qui, je vous l'avais marqué dans le lexique, est un vase qui provient d'une célèbre et prestigieuse manufacture de porcelaine. C'est donc un élément extrêmement cher. Pour Victor, il n'y a pas de valeur marchande. Ce pot n'a aucune valeur financière. Il va donc réduire ce vase de Sèvres à un simple pot. D'accord, un pot en terre, un pot en verre, peu importe, pour lui, c'est un élément qui n'a que peu de valeur. C'était donc éventuellement un autre élément que vous pouviez commenter dans les procédés d'écriture. Premier élément donc, le champ lexical. Deuxième élément, je vous propose la citation suivante. La famille Paumelle perdra 3000 francs. Bon, en voilà pour 10 000 francs à valoir sur mon héritage. L'idée qui était intéressante ici, et c'est pour cela que je vous ai proposé deux citations différentes, c'est le passage de ces 3 000 francs qui correspondent, souvenez-vous, au prix du verre en cristal de Baccarat, et des 10 000 francs qui correspondent ici au prix du vase de Sèvres. Alors vous vous apercevez très facilement de l'augmentation conséquente qu'il y a du prix entre d'un côté 3 000 francs et d'un autre côté 10 000 francs. Alors nous avons de ces 3 000 francs à ces 10 000 francs une gradation. Et cette gradation, elle est extrêmement intéressante parce que Victor refuse de casser, non pas parce que c'est un enfant soigneux, refuse de casser le verre en cristal de Baccarat parce qu'il n'est pas assez cher à son goût. Il préfère s'en prendre à un vase qui vaut infiniment plus cher, 10 000 francs. Donc, il y a bien dans cette gradation, c'est-à-dire de ce passage de 3 000 francs à 10 000 francs, également une volonté de provoquer, une volonté de montrer son mépris pour tout ce qui a de la valeur, tout ce qui coûte de l'argent. Alors, il faut bien garder en tête que Victor est un petit garçon extrêmement mal habitué, puisqu'il est un enfant de bourgeois. Il vit dans un certain confort, et puis surtout, il est le seul enfant de la famille, donc il est le seul, il sera en tout cas le seul à hériter au moment du décès de ses parents. D'une certaine façon, Victor se permet de mépriser la valeur marchande de cet objet précisément parce qu'il sait qu'il reste de l'argent derrière, ce qui n'est pas le cas de la bonne pour qui chaque sou gagné est une bénédiction. D'accord ? Donc cette gradation ici, elle a une valeur qui est profondément symbolique et qui dit quelque chose du caractère extrêmement méprisant, hautain, prétentieux, supérieur du personnage de Victor. Voilà les deux premiers éléments que vous auriez pu commenter pour soutenir ce premier argument, le rejet de la valeur marchande. Passons maintenant au deuxième argument. Argument numéro 2, j'affirme de plus que le pouvoir tyrannique est caractérisé par l'usage irraisonné de la violence. Je vous propose la citation suivante. Tu ne comprendrais pas. Tu ne comprendrais pas parce que tu es stupide, maladroite et vicieuse. Ce que l'on doit prouver ici, c'est que Victor recourt à la violence pour maîtriser le personnage de la bonne et arriver à ses fins. C'est-à-dire, concrètement, Victor manipule le personnage de la bonne pour obtenir gain de cause, si vous voulez. Alors ici, il va pratiquer deux types de violence. La première est une violence essentiellement verbale qui se présente sous la forme suivante, stupide, maladroite, vicieuse, c'est-à-dire qui s'affirme par l'utilisation d'adjectifs qui ont une connotation extrêmement péjorative. Certains de ces termes, comme stupide par exemple, peuvent même virer vers l'insulte. Vicieuse signifie que la bonne est pleine de vices, c'est-à-dire de défauts. Un autre élément qu'on pourrait mettre en évidence pour soutenir cette idée d'une violence verbale, c'est la répétition de « tu ne comprendrais pas,
tu ne comprendrais pas. La répétition de ces deux propositions est extrêmement intéressante ici, parce qu'elle vient mettre en évidence le fait que la bonne passe pour un personnage, pour une personne stupide, et Victor se plaît à le lui rappeler. Il y a donc chez Victor une certaine cruauté et un certain mépris. Victor prend profondément plaisir à humilier celle qui est hiérarchiquement en dessous de lui, puisque Victor, en tant que fils de bourgeois, est largement au-dessus de cette bonne qui appartient à une classe sociale très inférieure. Deuxième type de violence utilisée, cette fois-ci, la violence psychologique. Alors cette violence psychologique, elle se distingue de deux façons. D'un côté, le chantage, de l'autre côté, la menace. Vous avez les citations suivantes que je soumets à votre réflexion. À moins que tu ne consentes à faire pour moi ce que tu fais pour d'autres. Et ce fameux tu verras, répété 2 fois. On constate bien entendu que dans les deux citations que je vous propose, on observe des points de suspension. Ces points de suspension sont extrêmement intéressants. Déjà parce que, pour la première citation, ils viennent mettre en évidence les sous-entendus que Victor est en train de faire. Le sous-entendu ici est extrêmement vulgaire, c'est-à-dire qu'il veut acheter le silence de la bonne en la menaçant. Soit la bonne consent à entretenir une relation charnelle, sexuelle avec lui, comme elle l'aurait apparemment fait avec le père de Victor, c'est ce dont Victor l'accuse, en tout cas. On n'a pas la confirmation à ce stade de la pièce. Donc, Victor lui fait du chantage, soit elle a des rapports sexuels avec lui, soit il la dénoncera. Et d'un autre côté, ça c'est plutôt pour la deuxième citation, qui est le tu verras, répété 2 fois, les points de suspension ici viennent mettre très clairement en évidence la menace. Tu verras, sous-entendu, je ne te dis pas ce qui va arriver, mais ce sera certainement très mauvais pour toi. Ce sous-entendu est extrêmement lourd. Victor laisse délibérément planer le doute sur ses intentions et c'est précisément ce qui va mettre la bonne dans un état d'affolement total et provoquer ses pleurs. Victor, en fait, grâce à la violence verbale et la violence psychologique, parvient à maîtriser cette bonne et à la mener là où il souhaite la conduire. Victor est un jeune garçon de 9 ans, mais vous l'avez compris maintenant, il est un jeune garçon terriblement intelligent et manipulateur. Passons enfin à l'argument numéro 3. J'affirme enfin que le pouvoir tyrannique est caractérisé par le caractère arbitraire de sa pratique. Je vous rappelle la définition d'arbitraire. Un pouvoir arbitraire est un pouvoir qui n'écoute que ses propres désirs, que sa propre logique et que ses propres volontés. C'est-à-dire un pouvoir qui s'exerce indépendamment de ce qui est bon pour les autres. Le tout est que celui qui pratique un pouvoir arbitraire se retrouve dans ce pouvoir qu'il exerce, qu'il y trouve finalement tout ce qu'il cherche. Alors, je vous propose la citation suivante. Ose dire que tu n'as pas couché avec mon père. Alors, cette première citation pose un premier problème, c'est que Victor considère comme vrai quelque chose qui n'a absolument pas encore été prouvé. Victor ne se base que sur ses propres certitudes. C'est dans ce cas qu'on peut dire qu'en fait, cette accusation est une accusation qui est purement arbitraire. Victor n'a aucune preuve à avancer pour prouver que la bonne a visiblement, vraisemblablement, effectivement couché avec son père. Ose dire que tu n'as pas couché avec mon père. Donc, puisque Victor ne peut pas prouver, il va tourner cette phrase de façon à mettre la bonne dans une situation extrêmement délicate. On remarque l'utilisation de l'impératif présent à valeur d'ordre. D'entrée de jeu, Victor se place au-dessus de la bonne. Il utilise son rang social pour se positionner au-dessus d'elle et faire jouer, bien entendu, tout ce pouvoir qu'il a techniquement sur elle. Donc, l'impératif ici est extrêmement intéressant. Le ose dire est bien entendu un ordre, mais également dans l'esprit de Victor peut-être aussi un défi. Ose me dire que tu n'as pas couché avec mon père. Une forme de défi que lui lance Victor, tant il est persuadé de la culpabilité de cette bonne. Également,
L'utilisation de la modalité exclamative, qui se manifeste bien entendu par l'utilisation d'un point d'exclamation, et qui va de pair ici avec l'emploi de l'impératif présent. Alors attention, euh, un impératif peut parfaitement fonctionner sans modalité exclamative. Et si on vous demande de chercher un jour dans un texte euh, un, un verbe au mode impératif, n'oubliez pas que trouver à la fin de la phrase un point d'exclamation vous assure en fait d'être bien dans ce qu'on appelle le mode impératif. L'utilisation de l'impératif peut se suffire à elle-même. D'accord. Le point d'exclamation est un plus que l'on peut trouver, comme dans ce cas, mais ce n'est pas systématique. Soyez donc prudents. Un deuxième élément pour montrer que Victor, qui encore une fois est extrêmement intelligent, pratique un pouvoir arbitraire. On ne me croirait pas, parce que je n'ai jamais rien cassé de ma vie. Pas un piano, pas un biberon. Tandis que toi, tu as déjà à ton actif la pendule, la théière, la bouteille d'eau de noix, etc. Alors là aussi, cette citation pose un gros problème. C'est-à-dire que Victor ne cherche pas en fait à prouver la culpabilité de cette bonne, il cherche en fait à montrer que comme elle est responsable d'un certain nombre de bris, c'est-à-dire qu'elle a déjà cassé d'autres éléments dans la maison de par sa fonction. Elle fait le ménage, donc techniquement, plus que Victor, elle est exposée à ce genre de dommages. Victor se sert en fait de cette idée-là pour accuser directement la bonne et lui expliquer que de toute façon, il n'y a qu'elle pour être coupable d'une telle chose. Il n'y a qu'elle qui peut avoir cassé le vase de Sèvres, puisque elle est déjà responsable du bris de la pendule, de la théière, de la bouteille d'eau de noix. Vous avez remarqué que tous les éléments, tous les groupes nominaux s'enchaînent les uns derrière les autres et sont simplement juxtaposés. Ici, c'est ce que l'on appelle une énumération. Et cette énumération, ici, elle est accablante. C'est-à-dire que Victor ne laisse pas à la bonne le temps de respirer et lui présente la liste de tous les objets qui la désignent injustement comme étant coupables. Si vous voulez, dans la tête de Victor, quelque chose se met en place, c'est-à-dire, puisque Victor n'a jamais rien cassé, et que la bonne a déjà cassé plusieurs objets, on peut en déduire que c'est forcément la bonne qui est coupable. Bien entendu, vous avez compris que ce n'est absolument pas le cas. C'est un raisonnement ici qui est fallacieux, c'est-à-dire qui, d'une certaine façon, fausse les lois de la logique. Victor présente comme étant logique quelque chose qui ne l'est absolument pas. Le fait que la bonne ait déjà cassé auparavant certains objets ne la désigne pas comme coupable à ce moment-là. Victor a bien compris cette fragilité, a bien compris cette faiblesse, et il s'en sert contre la bonne. Voilà, nous avons terminé cette vidéo de correction. Je vous propose de reprendre la vidéo depuis le début si vous en avez besoin et de noter sur votre feuille tous les éléments que vous auriez pu éventuellement rater. N'oubliez pas que vous pouvez mettre la vidéo sur pause, revenir en arrière, accélérer, etc. Mettez bien en évidence, à la fois dans les citations et dans les procédés d'écriture, les éléments qui correspondent d'une colonne à l'autre. Cela vous permettra d'avoir une sorte de point de vue un petit peu plus clair sur tout ce que nous avons fait aujourd'hui et de mettre en évidence les éléments les plus importants. N'hésitez pas à me contacter via Pronote si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.